Reste que le système n'est pas infaillible, il n'a en tout cas pas empêché la fameuse erreur sur la fonte des glaciers de l'Himalaya. Plutôt embarrassant, ce membre du GIEC, un de ses pionniers, en convient. Ça me dérange vraiment quand le GIEC commet une erreur. Une des plus terribles était de prévoir précisément la date de la fonte des glaciers de l'Himalaya. C'est évidemment impossible, personne ne peut prévoir cela avec précision. Je n'ai pas vu l'erreur, mes collègues ne l'ont pas vue. Mais combien de conclusions erronées les sceptiques ont-ils trouvées? 3. Et combien de pages comporte le rapport? 1 millier. Il y a des centaines de conclusions. Le pourcentage d'erreur est astronomiquement petit. N'empêche, à l'initiative de l'ONU, un rapport recommande au GIEC de se réformer en profondeur. Mais ce rapport ne remet pas en cause les conclusions du GIEC. Et à l'image de ce chercheur belge, une grande partie des scientifiques continuent de faire confiance au GIEC. Il faudrait être un grand rêveur que pour penser que cette machine est parfaite. Vous avez un ordinateur, il se plante régulièrement, vous injuriez tous les chefs de Macintosh ou de PC, quel qu'il soit, et vous dites « Ah, ma machine ne fonctionne plus », mais vous continuez à utiliser votre machine. Pourquoi? Parce que vous vous rendez compte que les services qu'elle vous rend sont plus importants que les ennuis qu'elle vous apporte. Eh bien, c'est ça le GIEC. Le GIEC, c'est un outil qui est certainement imparfait, mais qui est pour le moment le plus performant que nous ayons pour essayer de prendre des décisions sur l'impact que nous avons sur le climat. C'est tout ce que je peux vous dire. Si le GIEC est globalement fiable, alors pourquoi un tel déchaînement autour de l'organisation et de ses experts? Pourquoi, coup sur coup, 2 affaires ont-elles touché le GIEC? La question n'est pas anodine, d'autant que le timing est troublant. Le 7 décembre 2009, le sommet de Copenhague s'ouvre au Danemark. Tous les dirigeants de la planète sont là pour tenter de trouver un accord. Il s'agit de réduire les émissions de CO2, de fixer des normes pour limiter le réchauffement de la planète. Curieusement, le ClimateGate éclate mi-novembre, juste 3 semaines avant le sommet de Copenhague. L'erreur sur la fonte des glaciers de l'Himalaya, elle, est rendue publique mi-janvier, à peine 5 semaines après le sommet. Alors, s'agit-il vraiment juste d'un hasard de calendrier? Le rapport du GIEC est sorti en 2007, nous sommes en 2010. Qu'il y ait quelques erreurs ici et là dans un rapport, c'est tout à fait logique, c'est normal. Mais pourquoi est-ce que sur le coup, ils n'ont pas dit, écoutez, ce rapport que vous venez de sortir, il y a quand même quelques erreurs là-dedans? Beaucoup de gens pensent que la diffusion des emails a un rapport avec la conférence de Copenhague. Et c'est peut-être vrai, mais il n'y a pas de preuves. On peut imaginer que des gouvernements ou des entreprises, l'industrie du pétrole ou du charbon, avaient intérêt à miner la climatologie dans les jours qui précèdent la conférence de Copenhague. Beaucoup de gens pensent qu'il y a un lien. Il faut avoir également à l'esprit que le travail que fait le GIEC va à l'encontre d'un certain nombre d'intérêts qui méritent d'être préservés. De gros intérêts en jeu pour en prendre la mesure direction les États-Unis. Ici, le pétrole coule à flot. La plus grande puissance de la planète est aussi le 3e producteur au monde de pétrole. Avec George Bush, les choses sont claires. Il a été mis en selle par les pétroliers texans. Alors, face à l'or noir, les émissions de CO2 ne pèsent pas lourd. George Bush n'a jamais ratifié le protocole de Kyoto. Nous travaillerons avec nos alliés pour réduire les gaz à effet de serre, mais je n'accepterai pas un plan qui cause du tort à notre économie et aux travailleurs américains. Bush est passé, pas les multinationales du pétrole. Elles sont devenues les bêtes noires de Greenpeace. Dans sa dernière campagne, Greenpeace accuse de crimes climatiques Koch Industries. Ce nom ne vous dit sans doute rien, mais Koch Industries est active dans le domaine de la pétrochimie et fabrique par exemple le papier de toilette Lotus. Greenpeace a mené son enquête sur cette multinationale et à ses yeux, les faits sont accablants. David Koch et Charles Koch, les propriétaires de l'entreprise, sont de riches conservateurs. Ils financent beaucoup d'organisations dans ce pays qui s'opposent à tous les projets d'Obama. Sa politique en matière de climat, sa politique énergétique ou sa réforme du système de santé.
Nous avons révélé que ces dernières années, Koch avait versé 25 millions de dollars à des organisations qui s'opposent à la politique climatique et qui œuvrent pour nier la problématique. Le nom de Koch Industries apparaît rarement. Le groupe agit discrètement par le biais de think tanks, de groupes de réflexion en apparence très respectables qui, eux, se chargent de diffuser le message. Quant au financement, il s'opère via des sociétés écrans. Naomi Oreskes est historienne des sciences à l'université de Pasadena en Californie. Elle vient de publier un livre sur le climato-scepticisme et sa façon d'opérer. Ces think tanks sont largement aidés, soit directement par l'industrie. On sait que beaucoup d'entre eux ont reçu le soutien de l'industrie fossile. L'industrie du charbon a été très active, mais parfois ils sont aussi aidés de façon indirecte, à travers des fondations, nous en parlons dans le livre. Il y a de gros mouvements d'argent. Les entreprises donnent l'argent aux fondations donnent l'argent aux instituts, et les instituts soutiennent les campagnes de dénigrement. Cette façon de faire n'est pas neuve. Avant Koch Industries, ExxonMobil, le géant du pétrole, avait déjà procédé de la même manière. Greenpeace a aussi dénoncé ce qui, à ses yeux, est une véritable entreprise de dénigrement. Koch est un relais discret d'ExxonMobil, qui est en réalité depuis des années l'acteur principal du dénigrement. Depuis Kyoto en 1998, Exxon a donné plus de 20 millions de dollars à un grand nombre d'organisations qui ont fait campagne pour retarder les actions contre le réchauffement, pour remettre en cause la science et pour empêcher les États d'agir pour trouver des solutions au réchauffement. Ils mènent une guerre à différents niveaux pour stopper la lutte contre le réchauffement climatique.